Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Micro-Océan, le podcast qui met en lumière l'invisible des mers. Nous sommes 3 étudiantes en licence de biologie et il y a quelques mois, notre professeure d'anglais nous a parlé d'un projet qu'elle souhaitait lancer, participer à la Journée internationale des océans à notre façon. L'objectif était simple, chacun d'entre nous devait créer un projet qui ait du sens et un réel impact dans le but de protéger les océans. Les consignes étaient les suivantes, choisir librement le sujet, le support, la méthode, avec une seule contrainte, que tout soit prêt pour le 22 mai. Nous en étions donc au stade où nous avions un projet et une échéance, mais rien de plus. Il nous fallait désormais réfléchir à ce que nous voulions réellement en faire. C'est alors qu'une idée a émergé. En repensant à nos cours de procaryologie et aux micro-organismes qu'ils étudient, nous nous sommes souvenus d'une leçon où notre professeur expliquait que les bactéries peuvent coloniser presque tous les environnements, à l'exception de l'intérieur des volcans. Cela signifiait donc que l'océan n'était pas dépourvu de micro-organismes. Et étant donné la résistance qu'on leur attribue souvent, nous nous sommes demandé s'ils pouvaient, eux aussi, être menacés dans des océans si fréquemment décrits comme fragilisés. Il s'avère que oui, non seulement ils sont en danger, mais ils jouent aussi un rôle essentiel dans l'équilibre des écosystèmes marins. Leur vulnérabilité constitue donc un véritable problème. Aussi choqués que nous l'étions en découvrant cela, nous avons compris que nous tenions enfin un véritable projet, une cause à défendre, ancrée dans des connaissances que nous possédions déjà. Nous en avons parlé à notre professeure, qui ne mesurait pas elle-même à quel point les micro-organismes marins étaient en danger. Nous avons donc décidé de sensibiliser le public afin que davantage de personnes découvrent cette partie méconnue de la biosphère. Et quoi de mieux pour cela qu'un podcast ? C'est ainsi que Micro-Océan est né, et nous voilà aujourd'hui pour un premier épisode, prête à vous en dire un peu plus sur cette part invisible des océans. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de la diversité des micro-organismes marins, ainsi que des dangers auxquels ils font face. Avant de parler des micro-organismes qui peuvent être en danger, je vais vous parler un peu du fonctionnement des océans, pour mieux comprendre quels sont les dangers. L'océan n'est pas seulement une immense étendue d'eau bleue, c'est une machinerie thermodynamique complexe qui régule le climat de la Terre. Il absorbe une grande partie du dioxyde de carbone émis par les activités humaines. Mais cette machine ne fonctionnerait pas sans son moteur biologique, les micro-organismes. Et c'est ici que notre histoire commence vraiment. Car si l'océan est vaste, la vie qui s'y déroule est avant tout microscopique. On estime que les micro-organismes marins représentent plus de 98% de la biomasse vivante dans les océans. C'est une quantité énorme. De plus, les micro-organismes, et en particulier les phytoplanctons, sont responsables d'au moins la moitié de la production d'oxygène sur Terre. C'est-à-dire que l'air que vous respirez en ce moment même provient pour moitié de ces minuscules créatures. Sans elles, notre atmosphère serait radicalement différente. Mais leur rôle ne s'arrête pas là. Les micro-organismes sont les fondations de la pyramide alimentaire marine. Le krill, les petits poissons, les baleines, tout le monde dépend directement ou indirectement de ces microbes. Ils recyclent les nutriments, transforment la matière organique morte en éléments réutilisables et régulent les cycles du carbone et de l'azote. En fait, ils sont les ingénieurs invisibles qui maintiennent l'équilibre de la planète. Cependant, cette résilience apparente est une illusion. Ces écosystèmes tiennent sur un équilibre fragile. Une variation infime de température, une acidification, même légère, due à l'absorption de CO2, ou la présence de polluants chimiques peut déséquilibrer toute la chaîne. Ce qui menace ces micro-organismes, c'est ce qui menace l'océan tout entier et par extension, notre propre survie. Je vais maintenant laisser la parole à Amandine. Bonjour, alors moi c'est Amandine et maintenant je vais vous parler plus précisément de l'importance de ces micro-organismes à travers un exemple fascinant, les récifs coralliens. Quand on pense à ces récifs, on imagine immédiatement une explosion de couleurs, des poissons, des coraux, bref, une biodiversité visible incroyable. Mais en réalité, ce que l'on voit n'est que surface, car il y a aussi un monde invisible, celui des micro-organismes. Les récifs coralliens abritent des centaines de milliers d'espèces animales, et chacune de ces espèces est recouverte d'une flore microbienne que l'on appelle le microbiome de surface. Ce microbiome est composé de bactéries, d'archées, de virus et de micro-eucaryotes. Il est extrêmement diversifié, abondant, et il est surtout unique. En effet, des études ont comparé des échantillons d'eau de haute mer avec ceux prélevés directement dans les récifs coralliens.
Le résultat, c'est que les micro-organismes présents dans les récifs ne sont pas largement répandus dans l'océan Pacifique. Autrement dit, on ne les trouve quasiment que au sein du récif. Chaque récif corallien devient alors un véritable microcosme avec ses propres communautés microbiennes spécifiques et irremplaçables. À tel point que, selon certaines estimations, les microbiomes associés aux animaux récifaux pourraient représenter jusqu'à 2,5% de toute la diversité procaryote terrestre. C'est énorme, surtout quand on pense à la taille microscopique de ces organismes. Les surfaces des animaux récifiaux sont donc bien plus que de simples enveloppes, ce sont de véritables réservoirs de biodiversité microbienne. Mais ces micro-organismes ne sont pas présents juste par hasard. Dans la majorité des cas, ils vivent en symbiose avec leur hôte, c'est-à-dire dans une relation mutuellement bénéfique. Prenons un exemple concret, les éponges marines. Les microbes qui vivent à leur surface jouent un rôle absolument crucial. Ils participent à l'assimilation des nutriments, ce qui permet à l'éponge de se nourrir efficacement. Ils contribuent aussi à sa reproduction, à sa défense chimique, à son système immunitaire et même à sa résistance face aux pathogènes et aux perturbations environnementales. En résumé, ces micro-organismes sont indispensables à la survie et au bon fonctionnement de leur hôte. Et pourtant, malgré leur importance, ces microbiomes restent encore très peu étudiés. Seule une petite fraction des espèces existantes a été décrite à ce jour. Aujourd'hui, cet équilibre est en danger. Le changement climatique, avec notamment le réchauffement et l'acidification des océans, mais aussi les pressions humaines comme la pollution ou la surpêche, entraînent une dégradation rapide de ces récifs coralliens. On estime que jusqu'à 10% des coraux et des poissons récifaux pourraient disparaître. Mais derrière cette disparition visible, il y a aussi une autre perte, beaucoup plus discrète et potentiellement encore plus grave. La disparition des espèces récifales entraîne aussi celle de leurs micro-organismes associés. Cela signifie que des milliers d'espèces microbiennes, souvent uniques et parfois encore inconnues, pourraient disparaître de manière irréversible. Et le problème, c'est que nous ne comprenons pas encore pleinement leur rôle. Leur perte pourrait donc perturber profondément le fonctionnement des écosystèmes récifiaux, sans que l'on puisse vraiment en mesurer toutes les conséquences. Face à ça, on pourrait se sentir impuissant. Mais il existe des actions simples à notre échelle qui peuvent contribuer à préserver ces micro-organismes. Par exemple, réduire la pollution locale en limitant l'usage du plastique qui finit dans l'océan. On peut aussi faire attention aux produits que l'on utilise, notamment les crèmes solaires, en privilégiant des versions dites reef safe, sans substances nocives pour les micro-organismes des coraux. Et bien sûr, adopter un comportement responsable en mer, ne pas toucher les coraux, même légèrement, éviter de remuer le sable car cela peut étouffer les micro-organismes et respecter ces environnements fragiles. Ces gestes peuvent paraître anodins, mais cumulés, ils ont un réel impact. En conclusion, les récifs coralliens nous montrent une chose essentielle. Même les plus petits organismes peuvent jouer un rôle immense. Comprendre et protéger ces micro-organismes, c'est finalement préserver tout un écosystème, visible et invisible. Je vais maintenant laisser la parole à Yuna. Bonjour, donc moi c'est Yuna, et aujourd'hui je vous emmène à la découverte d'un organisme aussi minuscule que fascinant, Prochlorococcus. Cette cyanobactérie, au nom un peu compliqué, est une cyanobactérie marine photosynthétique qui mesure à peine 0,6 micromètres. Autant dire qu'elle est aussi invisible à l'œil nu qu'inconnue du public. Et pourtant, elle joue un rôle colossal. Prochlorococcus vit dans les océans avec une préférence particulière pour les eaux tropicales et possède une capacité remarquable, celle d'utiliser la lumière du soleil pour produire son énergie grâce à un mécanisme bien connu, la photosynthèse. Ce processus libère du dioxygène. Oui, exactement comme le font les arbres sur la terre ferme. Et c'est là que ça devient vraiment impressionnant. On pourrait croire que comparer cet organisme microscopique à un arbre est exagéré. Mais pas du tout. En réalité, Prochlorococcus est présent sur près de 75% de la surface des océans, avec des concentrations pouvant atteindre jusqu'à 100 000 cellules par millilitre d'eau. Résultat, à lui seul, il contribue à environ 5% de la production mondiale du dioxygène. Autrement dit, une partie de l'air que nous respirons aujourd'hui provient de ces minuscules habitants des océans. À ce stade, vous vous demandez peut-être pourquoi s'inquiéter pour Prochlorococcus. Après tout, il tire son énergie du soleil,
une source encore loin de s'épuiser, et en prime, il produit quelque chose dont nous dépendons directement, le dioxygène. Sur le papier, tout semble idéal. Mais voilà, il y a un revers à cette histoire. Car malgré cette apparente résilience, Prochlorococcus est aujourd'hui menacé. Les changements climatiques perturbent son équilibre fragile. Et si cet organisme venait à décliner, ce ne serait pas seulement un problème pour lui, mais potentiellement pour nous tous qui bénéficions, souvent sans le savoir, de son travail invisible. Pendant longtemps, les scientifiques pensaient que Prochlorococcus s'adapterait sans difficulté au réchauffement des océans, notamment parce qu'elle affectionne déjà les eaux tropicales. Mais aujourd'hui, cette idée est remise en question. En réalité, si cette cyanobactérie se développe idéalement entre 19 et 30 degrés, elle tolère mal des températures plus élevées. Or, les modèles climatiques prévoient que certaines zones océaniques pourraient dépasser les 30 degrés dans les 75 prochaines années. On estime donc que Prochlorococcus pourrait perdre entre 10 et 37% de son activité selon le modèle climatique utilisé. En parallèle de ce déclin, on observerait très probablement un déplacement des populations vers les pôles, à la recherche d'eau plus froide. Et ça, ce n'est pas anodin. Dans les écosystèmes tropicaux, certaines cyanobactéries constituent aujourd'hui la base même de la chaîne alimentaire. Leur raréfaction pourrait donc fragiliser tout l'équilibre de ces milieux. Car oui, quand on parle de ces micro-organismes, on pense souvent d'abord à leur rôle dans la production du dioxygène, pour nous, mais il ne faut pas oublier qu'ils appartiennent au plancton, c'est-à-dire au tout premier maillon de la chaîne alimentaire marine. En clair, sans eux, c'est toute la biodiversité océanique qui pourrait être affectée, avec des conséquences potentiellement majeures. Et ce n'est pas tout. Ces organismes réalisent la photosynthèse, comme je l'ai dit plus tôt. Ils ne se contentent pas de produire de l'oxygène, ils captent aussi du dioxyde de carbone, qui est nécessaire pour la photosynthèse. On les appelle pour cela des puits de carbone. Ce rôle est essentiel car il contribue à réguler la composition de notre atmosphère. Pour bien comprendre, rappelons que les humains, comme de nombreux animaux, consomment de l'oxygène et rejettent du dioxyde de carbone, un déchet pour notre organisme. D'autant plus que notre activité, aujourd'hui, relâche énormément de dioxyde de carbone, comme l'a mentionné Émilie plus tôt. Sans mécanisme pour rééquilibrer ces gaz, le CO2 s'accumulerait progressivement dans l'atmosphère, nous menant toutes et tous au scénario catastrophe de l'asphyxie. Heureusement, les organismes photosynthétiques, sur Terre comme dans les océans, absorbent ce CO2 et produisent de l'oxygène, maintenant ainsi un équilibre indispensable à la vie. Mais si l'activité ou l'abondance de ces cyanobactéries venait à diminuer, cet équilibre pourrait être perturbé. Moins de CO2 absorbé, c'est plus de dioxyde de carbone dissous dans les océans, ce qui accentue leur acidification, un phénomène déjà préoccupant aujourd'hui, et cette acidification, à son tour, menace de nombreuses espèces marines. En somme, derrière ces micro-organismes invisibles à l'œil nu, se cache un rôle absolument crucial dans le fonctionnement et la stabilité de l'ensemble des écosystèmes océaniques. Pour conclure cet épisode, je veux revenir à cette idée centrale. L'invisible est vital. Nous avons vu aujourd'hui que les micro-organismes marins ne sont pas de simples détails dans l'immensité des océans. Ils sont le moteur de la vie, le poumon de la planète et le recyclage de nos ressources. Leur diversité garantit la résilience des écosystèmes, mais cette résilience a des limites. Les menaces que nous avons évoquées, réchauffement, acidification, pollution, ne sont pas si éloignées. Elles agissent déjà sur ces populations microscopiques. Si les micro-organismes disparaissent ou changent de nature, c'est l'ensemble de la chaîne alimentaire qui s'effondre, du plancton à la baleine et nous avec. Pourtant, il reste de l'espoir. En comprenant mieux leur fonctionnement, en réduisant notre empreinte carbone, en limitant les pollutions, nous pouvons aider ces écosystèmes à retrouver leur équilibre. La protection des océans commence par la prise de conscience de ce qui s'y passe, même à l'échelle la plus petite. Merci à vous de nous avoir écoutés. N'oubliez pas, protéger les micro-organismes, c'est protéger l'océan et c'est protéger notre avenir. Chaque geste compte, même le plus petit. Restez connectés pour le prochain épisode de Micro-Océan où nous interviewerons Héloïse Debras. D'ici là, prenez soin de vous et de la planète.